Bonjour, c'est M. Dramé. Bienvenue à une nouvelle vidéo pour expliquer la deuxième partie du programme Décolonisation et affirmation du tiers-monde. Cette vidéo va prendre en compte la leçon 6 du programme d'histoire, décolonisation en Asie, Inde et Indochine. Dans cette première vidéo, nous allons plus parler de l'Inde. Donc, on va retracer tout le processus qui va aboutir à la partition. Alors, la partition, c'est la division. À l'aube de sa liberté nouvelle, l'Inde touche le fond du désespoir. Lady Mountbatten, infatigable, descend au cœur du Pendjab pour apporter aux déracinés médicaments, ravitaillement et sourires au milieu de toute cette détresse. La tragédie de la partition n'aurait pas été complète sans les catastrophes naturelles. On est alors en septembre, en pleine saison de la mousson. Les trombes d'eau les plus violentes depuis 50 ans s'abattent sur cette partie de l'Inde. Elles déclenchent des inondations qui viennent encore ajouter aux atrocités des guerres religieuses en noyant des milliers de victimes de l'exode. Face à la guerre civile qui s'éternise, l'Inde se tourne une fois de plus vers Gandhi. De sa résidence de Delhi, le Mahatma annonce sa décision d'entreprendre un nouveau jeûne. Au bout de 5 jours, sa vie est en danger. Nous sommes le 12 janvier et après 6 mois de massacres, les représentants hindous et musulmans signent un pacte en 7 points, rétablissant enfin la paix civile en Inde. Le 30 janvier 1948, à 5 heures de l'après-midi, alors que Gandhi marche vers son lieu de prière habituel, 3 coups de feu sont tirés sur lui à bout portant. Le Mahatma meurt sur le coup. L'annonce de la mort de Gandhi est un choc considérable dans le monde entier. L'assassin est un fanatique du nom de Godse. Il a 29 ans et fait partie d'un mouvement hindou orthodoxe qui a juré d'abattre Gandhi pour se venger de la partition de l'Inde. Le peuple de l'Inde fait à Gandhi des funérailles grandioses. Après avoir été hissé sur un véhicule militaire, sa dépouille défile pendant 5 heures dans les rues de Delhi, au milieu d'une foule estimée à 1 million de personnes. La procession s'achève au bord de la rivière sacrée, où le corps est placé sur un bûcher de bois de santal pour le rite de la crémation. 12 jours plus tard, on disperse ses cendres dans les eaux du Gange. C'est après le départ des colons, mais il n'y a pas eu de guerre directe entre la métropole et la colonie. Donc, raison pour laquelle on parle de décolonisation pacifique, parce qu'il faut comprendre le concept de décolonisation pacifique et le concept de décolonisation violente. Alors, la décolonisation pacifique, c'est quand la rupture est faite entre la métropole et la colonie de façon apaisée. Donc, il n'y a pas de guerre. Mais quand la rupture a été brutale, n'est-ce pas, instituant ou instaurant une guerre entre la métropole et l'ancienne colonie, c'est en ce moment-là qu'on parle de décolonisation violente. Donc partout où le constat a été fait, c'est qu'avec l'occupation britannique, la décolonisation s'est faite dans la douceur. Donc partout où il y a une ancienne colonie britannique, ça a été pratiquement une décolonisation pacifique. Pour le cas de l'empire colonial britannique, l'empire colonial, quand on parle de l'empire colonial, c'est l'ensemble des États qui ont été occupés à travers le globe. Donc l'empire colonial britannique pour le cas britannique ou l'empire colonial français pour le cas français. Alors je rappelle que pour le cas français, cette forme de décolonisation quand même est mitigée. C'est-à-dire dans certaines régions, la France a eu à faire une décolonisation dans la douceur,
c'est dans le cadre par exemple de l'AOF et de l'AF. Ailleurs, la décolonisation pour toujours le cas français s'est faite dans la violence. C'est par exemple en Algérie, également en Indochine. Pour la décolonisation en Inde, il faut d'abord comprendre pourquoi les Britanniques étaient présents. La deuxième moitié du 19e siècle, qu'il y avait une présence britannique. Alors, les Britanniques ont voulu rester, parce qu'on va le voir, qu'ils vont proposer plusieurs statuts juridiques, statuts politiques à l'Inde. On va passer d'un statut de semi-représentativité et à des propositions et contre-propositions dans le cadre de grandes conférences qu'on appelle la table ronde. Le statut de gouvernement autonome qui a été proposé par les Indiens, c'est ce que Gandhi va appeler Swaraj. Ensuite, une contre-proposition avec l'ordre Irvine, n'est-ce pas, dans les années 1930, qui va parler de dominion, jusqu'à une proposition dans le cadre de rester dans une forme de fédération ou de confédération, ce qu'on appelle l'Indian Act. Alors, tout le temps, on constate que pour le cas français et le cas britannique, toujours quand ils veulent rester, ils proposent qu'on s'unisse dans une fédération ou une confédération. On l'a déjà noté avec Sukarno, les Indes néerlandaises, n'est-ce pas, les États-Unis d'Indonésie, ça a été une proposition. Le cas français, pareil, ils vont proposer l'Union française. Les Anglais ne vont pas déroger à la règle parce qu'eux également, ils vont proposer une sorte de confédération, ce qu'ils vont appeler l'Union. Raison pour laquelle j'ai dit qu'ils ont voulu rester parce que la situation politique va évoluer. Alors pourquoi cette évolution? Parce que on va traverser quand même des événements. Alors, on va d'abord présenter l'Inde. Alors, la situation économique de l'Inde, c'est que d'abord géographiquement, l'Inde fait partie comme un sous-continent de par son extension, donc sa superficie, donc un sous-continent asiatique. L'Inde était riche en ressources du sol et du sous-sol. C'est dans ce cadre-là que les Britanniques l'ont toujours considéré comme étant un joyau. Quand on parle de joyau, c'est un bijou, une perle, parce que quand même, les Britanniques pouvaient tirer et exploiter ou bien surexploiter les ressources du sol et du sous-sol au bénéfice de leur industrie qui était située à la métropole. Alors ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, donc le sens retour, ils pouvaient vendre les produits manufacturés aux Indiens qui, à l'époque, quand même, représentaient quelque chose comme 300 millions d'individus. Donc, on voit que dans un sens comme dans l'autre, ce sont les Britanniques qui gagnent une surexploitation des ressources du sol, parce que l'Inde produisait quand même du thé, du blé, on pouvait récolter et exploiter le riz, donc de l'opium, et tout cela, bien sûr, était exporté vers la métropole. Et ces produits, quelques produits manufacturés, étaient revendus aux Indiens. Donc, ils ne pouvaient prendre l'Inde et la considérer comme étant un joyau, donc un bijou, une perle. Ça, c'est la situation économique. La situation politique, c'est qu'il y a une ancienne présence britannique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, à cette deuxième moitié du 19e siècle, on a mis l'Inde sous administration britannique. Donc l'Inde était tellement précieuse qu'on nommait directement ce qu'on appelle un viceroy. Alors parmi les vicerois les plus connus, il y a Lord Irvine. Alors pourquoi Lord Irvine? Je tiens à le rappeler, c'est parce que lui, dans les années 1930, exactement, il avait proposé un statut de dominion à l'Inde. C'était au moment où il y avait ce bouillonnement. Alors, il y avait également comme vice-roi, disons, très célèbre, Lord Mountbatten. Alors, Lord Mountbatten, en fait, quand il a été envoyé juste après la Seconde Guerre mondiale, il était chargé quand même de donner à l'Inde et de conduire cette Inde-là vers l'indépendance. Raison pour laquelle je tiens à citer Lord Irvine, qui, dans les années 1930, avait proposé un statut de dominion à l'Inde. Et en 1945, on avait envoyé Lord Mountbatten,
bien sûr, en Inde pour conduire l'Inde vers l'indépendance. Bien sûr, à condition que les musulmans et les hindous puissent cesser leurs différends. Donc, c'était la condition sine qua non. Alors, pourquoi on avait envoyé Lord Mountbatten pour bien sûr l'indépendance, que l'Inde accepte la souveraineté internationale? C'est parce que Churchill n'était plus au pouvoir. Churchill, quand même, avait toujours opposé un niet catégorique à l'indépendance de l'Inde, parce que l'Inde était déjà considérée comme un joyau. Mais lorsque Churchill, en 1945, va perdre les élections, et l'avènement de Clement Attlee, bien sûr, qui était beaucoup plus favorable à ce que l'Inde retrouve son indépendance, c'est dans ce cadre-là qu'on avait envoyé Lord Mountbatten, bien sûr, pour conduire en 2 ans, entre 1945 et 1947, l'Inde à l'indépendance. Donc, je rappelle la situation politique de l'Inde, parce que j'ai déjà parlé de la situation économique de l'Inde au commencement. Et la situation politique, c'est d'abord une ancienne présence britannique. Alors, cette présence britannique visait à administrer l'Inde par l'envoi de vice-rois. Et également à l'intérieur, bien sûr, la naissance ou l'émergence d'un nationalisme. Alors, ce nationalisme est très ancien, parce que déjà dans les années 1885, il y avait la naissance de partis, ce qu'on appelle le Parti national du Congrès. On l'a connu également sous l'appellation de l'Indian National Congress. Alors, au niveau de ce parti, il y a 2 figures emblématiques. Gandhi, n'est-ce pas, qui est avocat. Il y a également Jawaharlal Nehru. Donc, Jawaharlal Nehru, en fait, il va succéder à Gandhi en 1935 à la tête du parti. Alors, autre parti, il y a la Ligue musulmane. La Ligue musulmane va naître en 1905, parce que quand même, les musulmans voulaient avoir, bien sûr, leur part quand la lutte va s'exacerber, leur part après, bien sûr, le départ des Britanniques. Donc, 1885, un premier parti qui est né, on appelle le Parti national du Congrès, qu'on a connu également sous l'appellation de Indian National Congress. Et donc, parti créé en 1885, dont 2 figures emblématiques, Gandhi et Nehru, et la naissance d'un deuxième parti qui est la Ligue musulmane. Le leader plutôt charismatique, c'est Ali Jinnah. Donc, voilà la situation politique. Mais ce qui va se passer, c'est que va y avoir une évolution très rapide de la situation politique, particulièrement après 1919. Donc, en 1919, on venait de sortir de la Première Guerre mondiale, et pour que l'Inde n'échappe pas, bien sûr, à la couronne britannique, la Grande-Bretagne va proposer à l'Inde un nouveau statut politique. Alors, ce statut politique, c'est un statut de semi-représentativité. On l'appelle aussi la diarchie. C'est-à-dire dans cette diarchie, parce que dans un régime, on peut quand même notifier 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors dans cette diarchie, c'est comme le pouvoir était divisé en 2, les 2 parties du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, étaient incarnés par le vice-roi. Et on avait donc simplement donné aux Indiens le pouvoir, et les Indiens avaient simplement la possibilité de voter, n'est-ce pas, et de nommer des représentants plutôt localement. Bien sûr, c'est ce qui va amener cette forme de vote contre quand même cette forme de régime qu'on appelle la diarchie. Bien sûr, en contre-mesure, les Britanniques vont massacrer des populations qui manifestaient. C'est ce qu'on appelle le massacre d'Amritsar. Alors, le massacre d'Amritsar, c'est dans les années 1920. Donc, ce massacre va pousser bien sûr Gandhi à commencer sa forme de lutte qu'on appelle la désobéissance civile. Alors cette désobéissance civile, on la connaît également sous le nom de Satyagraha. Quand on parle de Satyagraha, c'est la désobéissance civile. Ça me fait rappeler une célèbre citation de Louis Bonnat qui disait dans une forme, disons presque de vision, que l'obéissance doit être active pour être entière, la résistance passive pour être insurmontable. Donc je rappelle que c'est la deuxième partie pratiquement de cette citation qui m'intéresse, c'est-à-dire la résistance doit être passive pour être insurmontable. Je vous donne un simple exemple. Quand quelqu'un vous agresse et pour résister vous le faites de façon passive, c'est-à-dire
sans lui rendre coup sur coup, je peux presque être certain que cette personne ne saura pas comment se contrôler, ne saura pas quoi faire, parce que vous êtes resté amorphe, bien sûr, à ces agressions. Donc, la résistance doit être passive pour être insurmontable. Donc, voilà, quand il y a eu le massacre d'Amritsar, c'est Gandhi qui va lancer cette nouvelle forme de lutte qu'on appelle la désobéissance civile, ou bien connue également sous l'appellation de Satyagraha. Et c'est ce qui va d'ailleurs lui valoir son premier emprisonnement en 1922. Donc il sera emprisonné pendant 6 ans, entre 1922 jusqu'en 1928. Il va être libéré, mais il va être emprisonné encore à partir de 1930. Son deuxième emprisonnement, c'est quand il avait pris la décision de faire cette marche vers la mer pour aller récolter le sel. Parce que le sel, quand même, était une richesse qui était imposée. C'est-à-dire, non seulement ça appartenait aux Indiens, mais c'était les Britanniques qui l'exploitaient et imposaient à ce que ces Indiens-là paient l'impôt sur le sel. Donc, chose qui était inadmissible, et Gandhi avait pris la décision de marcher jusqu'à la mer pour aller récolter ce sel. Donc, Gandhi, il est surnommé Bapu, c'est-à-dire le père de la nation, parce qu'il a tout fait quand même pour voir l'Inde indépendante. D'ailleurs, il va relancer dans ce gouvernement politique ce qu'il appelle Quit India. Quit India qui est une résolution très forte en demandant aux Britanniques dans les années 1945 de quitter l'Inde. Donc, quitter l'Inde aux Britanniques, go to home, c'est-à-dire Britanniques, rentrez chez vous et bien sûr laissez-nous gérer nos problèmes. Malheureusement, il n'y avait pas ce même entendement avec les musulmans qui voulaient que, avant que les Britanniques ne partent, quand même qu'ils continuent, qu'ils puissent d'abord diviser l'Inde et pour que chacun puisse avoir sa part. C'est ce qui va se passer parce qu'après il va y avoir la partition. Cette partition-là, c'est qu'il y aura l'Inde qui sera habitée par les hindouistes et bien sûr la partie musulmane considérée dans la partie nord où il y avait le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. C'est d'ailleurs le Pakistan oriental qui deviendra plus tard Bangladesh à partir de 1971. Donc je parlais un peu de la situation politique. Donc la situation politique, c'était d'abord la présence britannique qui administrait l'Inde. Il y avait un nationalisme qui avait émergé avec deux partis, avec des leaders charismatiques. Le premier parti, c'est le Parti national du Congrès, ou Indian National Congress, et le deuxième parti, c'est la Ligue musulmane. Mais il va y avoir une évolution très rapide de la situation politique à partir de 1919, lorsque, au sortir de la Première Guerre mondiale, on va voir que la Grande-Bretagne va proposer aux Indiens un statut politique de semi-représentativité, de diarchie, alors qu'ils dirigeaient un peu les deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. On avait octroyé seulement aux Indiens le pouvoir législatif, ce qui va amener une forme de protestation. Et bien sûr, en contre-mesure, les Britanniques vont massacrer ces Indiens-là, ce qu'on appelle le massacre d'Amritsar. Alors Amritsar, c'est une localité qui se trouve dans le Pendjab. Et bien sûr, Gandhi va commencer à faire sa première forme de lutte qu'on appelle Satyagraha ou bien la désobéissance civile. Alors, pour négocier le départ, je disais dans le cas français, les Français n'ont jamais voulu partir. Donc je disais dans le cas français que les Français n'ont jamais voulu partir. C'est exactement ce qui va se passer avec les Britanniques. Les Britanniques n'ont jamais voulu partir parce que quand il s'agissait pour Gandhi de réclamer l'autonomie interne, c'est-à-dire qu'il voulait être autonome et ne pas dépendre du vice-roi, en proposant une forme de gouvernement qu'on appelle Swaraj, il y a eu une contre-proposition. C'est la contre-proposition de Lord Irwin. Lord Irwin qui a vraiment proposé que l'Inde soit dominion. Donc, dominion, c'est une forme de colonie britannique. Bien sûr, de proposition à contre-proposition, c'est une série de conférences, de rencontres, c'est ce qu'on appelle la table ronde. Donc, le premier statut politique qui a été proposé à l'Inde, c'est un statut de semi-représentativité qu'on appelle aussi diarchie. Une contre-proposition
partie indienne, donc proposition faite par Gandhi en réclamant l'autonomie interne, cette forme de gouvernement qu'il appelle Swaraj. Il va y avoir une autre proposition, bien sûr, britannique, proposition faite par Lord Irvine, qu'on appelle Dominion, et bien sûr, toujours dans ces négociations, on va voir que la population indienne va se braquer contre l'occupation britannique. Et en dernier, il demande simplement à ce que les Britanniques quittent. C'est ce qu'on appelle la résolution Quitte India. Quitte India, c'est clair, c'est quitter l'Inde. Donc vous quittez l'Inde et vous nous laissez. Et bien sûr, dans ce bouillonnement politique, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Alors, la Seconde Guerre mondiale, c'est un tournant décisif, bien sûr, dans la décolonisation en Inde, parce qu'en 1945, Churchill va perdre le pouvoir au profit des Clément Attlee. On a toujours su que Clément Attlee quand même était beaucoup plus favorable à donner l'indépendance à l'Inde, alors que Churchill avait toujours refusé que l'Inde accède à la souveraineté internationale. Donc, ce changement de régime en Grande-Bretagne qui va donner l'indépendance à l'Inde. Et Clément Attlee, bien sûr, va envoyer un nouveau lord qu'on appelle Lord Mountbatten. Et Lord Mountbatten était chargé de conduire l'Inde en 2 ans, entre 1945 et 1947 à l'indépendance. Il va s'y atteler, bien sûr, à la condition que les Indiens puissent taire leurs différences. Parce qu'il y avait des différences, particulièrement ce qu'on appelle les clivages castiques. C'est-à-dire, il y avait cette catégorie sociale qu'on appelle par exemple les intouchables. Donc, qui n'étaient pas miscibles ni avec les hindous, ni avec les musulmans. Donc, ces castes-là étaient quand même un problème, n'est-ce pas, en Inde. Également, il y avait des différences de religion entre, par exemple, l'islam et l'hindouisme. Parce que pour qui connaît les hindous, on peut adorer la déesse Shiva, alors que pour les musulmans, il n'y a pas de déesse, on parle de Dieu. Donc, c'était des clivages quand même internes qui poussaient bien sûr la population indienne à imploser après le départ des colons. C'est exactement ce qui va se passer. Et bien sûr, Gandhi, voyant la situation s'annoncer, alors Gandhi qui avait vu la situation venir, cette implosion venir, a même jeûné, rien que pour que l'Inde puisse rester unie. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va parler du jeûne de Gandhi. On va tout faire et jeûner, bien sûr, pour que la population indienne reste unie. D'ailleurs, on lui a donné un surnom, c'est Mahatma. Mahatma, c'est la grande âme, quelqu'un qui est débonnaire. Quand on dit que tu es débonnaire, c'est quelqu'un qui est très bon, n'est-ce pas? Donc la grande âme. Alors il est surnommé également Bapu. Bapu, c'est le père de la nation. Malheureusement, il va être assassiné juste après l'indépendance par un fanatique hindouiste qu'on appelle Godse. Juste après l'indépendance, malheureusement pour l'Inde, la partition va s'en suivre. Alors que le vœu ultime de Gandhi, c'était de voir l'Inde unie. Malheureusement, ça en 1947, les Indes britanniques cessent d'exister. L'Indian Independence Bill, voté par le Parlement britannique, entre alors en vigueur. Le dernier vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, reste gouverneur général pendant l'instauration des nouveaux pouvoirs. La loi prévoit la partition en 2 États séparés selon un critère religieux. L'Inde de Jawaharlal Nehru est hindoue. Elle compte 300 millions d'habitants. Le Pakistan de Mohammed Ali Jinnah, musulman, compte 100 millions d'habitants. Il est lui-même éclaté en 2 entités géographiques situées de part et d'autre de l'Inde. Le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui deviendra le Bangladesh en 1971. Dès le 21 août 1947, les massacres commencent au Pendjab. Mais c'est le Cachemire, musulman à 80%, mais dirigé par un Maharaja hindou, qui focalise la rivalité entre les 2 États. Au total, dans les anciennes Indes britanniques, 500 000 personnes seront victimes de conflits essentiellement religieux. Les musulmans fuient en masse vers le Pakistan. Hindous et Sikhs se réfugient en Inde. Au moment de la partition des Indes, 17 millions de personnes furent finalement déplacées.